Salut Toby, Ça veut rien. merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, je te présente brièvement pour planter le décor. Tu t'appelles Toby Portela, tu habites à Berlin et tu es kinésithérapeute. On s'est rencontrés parce que tu es également pratiquant et enseignant de Fighting Monkey. Et on a eu des conversations très intéressantes sur le cheminement à travers le mouvement, à propos des arts martiaux aussi. Et j'ai vu que tu parlais un français tout à fait honorable, donc félicitations pour ça, parce que c'est pas ta langue maternelle et pourtant tu as relevé le challenge et tu viens nous parler en français, donc bravo pour ça, Toby. Bonjour et bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast de l'embodiment et du travail somatique. Je m'appelle Adrien Mater, je suis spécialiste du mouvement pleine conscience et facilitateur somatique. Mon travail consiste à relier le corps et l'esprit pour améliorer la qualité de vie et la qualité de relation. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur somaticmind.net ou sur Instagram somaticmind_practice. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi dans La Tête aux Pieds pour explorer des thématiques qui redonnent au corps sa juste place dans nos vies et dans nos sociétés. Seul ou avec mes invités, je vous donne des clés pour mieux vivre avec vous-même, avec les autres et dans le monde. Pour soutenir La Tête aux Pieds, vous pouvez en parler autour de vous, partager les épisodes sur vos réseaux et faire un don sur Patreon, le lien est dans la description. Merci pour votre soutien et à très vite. Bonne écoute. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi pour te présenter, en plus de ce que je viens de ce que je viens d'évoquer? Bon, d'abord, merci de m'avoir. C'est intéressant pour moi aussi de parler en français au sujet que je fais pas souvent. Et on pourrait toujours commencer l'histoire du début, mais Ouais. dans mon cas, je pense que peut-être qu'on y touchera. Je dirais que c'est pas ma première, qu'on dit, vocation. Euh, J'ai commencé à faire surtout de l'activisme politique dans ma jeunesse. Et alors, le travail pour moi, c'était secondaire d'une façon. Et de l'autre, ça m'a aussi influencé parce que je suis pas parti dans le monde de l'université, ou peut-être ma biographie, ou la biographie de mes parents aurait dû m'emmener. Par contre, j'ai fait comment on dit, euh, on dit pas stage, je sais pas comment on dit en français, quand apprend un boulot vrai, tu sais, Ouais. un boulot prolétaire. Alors, j'ai appris à être mécanique et électricien. Non, c'est un truc hybride qui s'appelle mécatronique ici en Allemagne. OK. Et pendant 8 années, j'ai fait ça dans une grande entreprise allemande. Et je faisais la maintenance et les réparations. Mais c'est pas les réparations. Comment on dit Si, ça si, quand les réparations réparation, des ça marche, machines? ouais. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et après, je me suis rendu compte que l'industrie allemande n'avait pas euh, un futur ou un futur bon. Et comme ça, OK. j'ai changé de chemin et j'ai aussi reconnu que c'était pas ma passion. Et j'ai choisi de changer de voie pour quelque chose que me passionne plus, que je pense pouvoir faire jusqu'à un vieil âge. Mmh. Et ça a été la physiothérapie. Mon concept de physiothérapie a changé beaucoup ces dernières années. Au début, c'était plutôt influencé par l'ostéopathie, la manipulation, alors passive, on dirait. Ouais. Et C'est-à-dire que la personne qui reçoit est passive, c'est ça que tu veux dire? ouais, alors que le thérapeute, il manipule le corps du patient. Oui. Et que c'est ça qui est nécessaire pour soigner les maladies. Et surtout, c'est intéressant parce que Fighting Monkey, c'est pas fait pour les thérapeutes. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup et c'est pas facile de faire le transfert. Mais ceux qu'il y en a et que je connais, ça nous a influencé beaucoup, surtout sur le niveau de la relation au patient, à la Alors personne.
Ouais. Pardon, juste pour que l'enchaînement des idées, soit plus clair pour les personnes qui écoutent. Donc au départ, tu avais cette vision où c'est toi qui manipulais les patients, c'est ça? Mhm. Et puis ensuite, tu as changé de vision, notamment parce que tu as rencontré Fighting Monkey. Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots ce que c'est Fighting Monkey pour toi, avant de développer l'application dans ton métier? Ça, c'est méchant, hein. C'est toujours, C'est la question piège. bien sûr. Non, alors Fighting Monkey, c'est pas le nom, c'est Fighting Monkey Practice. Ce qui, en allemand, ça se traduit pas du tout. Et la pratique, en français, ça fait peut-être plus de sens parce que c'est un procès de le pratiquer. C'est Mmh. de le faire. Et c'est pas une méthode. Parfois, des gens l'appellent de Fighting Monkey Method. Méthode Fighting Monkey, c'est pas vrai. C'est pas une méthode. Pourquoi c'est pas une méthode? Parce qu'une méthode, elle est bien encadrée. Il y a un cadre, comment on dit, un scaffolding, Ouais, où ça, un on échafaudage, monte. c'est clair. Ouais, c'est clairement Ouais, défini, ouais, c'est défini. Il y a une structure, on monte les choses. Il y a des barrières, aux côtés, il y a dessus, il y a dehors. Et avec Fighting Monkey Practice, c'est pas bien ça. Ça peut paraître pour les gens qui en entrent, parce que c'est un peu complexe. Il y a presque, comme dans toutes les formes de pratique un peu plus complexes, il y a un certain wording, un vocabulaire mmh. qui est un peu particulier. Et alors, il y a une certaine barrière quand on entre. Et on voit directement, il y a des gens qui viennent souvent et qui comprennent tout à fait ce que Joseph veut dire. Et il y a des gens qui viennent la première fois. Et la moitié des choses qu'ils entendent parler, ils n'en comprennent rien. Mmh. C'est Mmh. mystique. Ouais. Et alors la practice, la pratique de le faire, moi quand j'explique ça à des gens en dehors, je dis toujours ça a à voir avec les professeurs. Alors c'est un couple et ils se sont rencontrés dans le monde de la danse. Elle était une danseuse dès sa jeune âge, qui était assez, qu'on dit pas fameuse, C'est talentueuse, assez connue, talentueuse, donc là? connue en Grèce. Ouais, Oui, et Capetania, c'est la exactement, Linda Capetania. Et alors, elle est partie à Bruxelles et je pense qu'ils se sont rencontrés là. Je suis pas totalement sûr sur ce part la biographique, mais et Joseph, il venait de la Slovaquie, de Tchécoslovaquie à ce temps-là, et il avait commencé surtout comme acteur et aussi comme professeur de tai chi. Et alors, depuis un longtemps, il était professeur de tai chi et comme acteur, il s'est mêlé dans ce monde de danse. Il est aussi devenu danseur. D'une certaine façon, peut-être dirait qu'il n'est pas. Des fois, il le dit, des fois, il le dit non. Il admet qu'il est. Mais de toute façon, ils se sont rencontrés dans ce contexte artistique et par leur connexion personnelle qui a, qui leur a mené, je pense que, de rester ensemble sur le sujet, mais aussi de cette relation qu'ils ont, qui est une relation émotionnelle, amoureuse, mais aussi d'une exploration. Et par cet hasard que ça combine bien, ils se sont occupés du langage corporel. mmh. Parce que d'abord, c'était dans le monde de la danse. Alors, il y a la, des scènes très au début où il y avait des chorégraphies. Je pense que je suis pas tellement sûr, c'était peut-être un chorégraphe de Bruxelles ou néerlandais. De toute façon, Wim Wenders, je suis pas tout Ouais, tellement c'était sûr du nom. la compagnie Ultima Ves, en fait. Ils se sont rencontrés Ouais, là-bas et je connais pas le nom du directeur aussi, mais c'est Wim ça qui est les a quelque chose. réunis. Voilà, Vim Alors, quelque chose, il faudra regarder. il y avait on trouve ça sur Internet encore. Il y avait des chorégraphies qui comprenaient, qui simulaient des luttes. Et alors, on reconnaît des éléments tai chi, kung fu.
Et c'était quelque chose de spécial. C'était quelque chose de nouveau. Et comme ça, je pense que comme il y avait un certain intérêt dans le monde de la danse d'apprendre ça, parce qu'on voyait quelque chose de nouveau, ça leur a mené d'enseigner ça, Mmh. et ça leur a mené de reconnaître ce qui manquait dans les gens qui venaient, les danseurs qui venaient et qui voulaient l'apprendre. Et ils ont aussi enseigné dans l'école nationale grecque. Plus tard, ils ont enseigné à Salzbourg, en Autriche. Mmh. Et ce procès d'être enseignant, ça toujours, ça t'influence, non? Alors, tu apprends des choses sur toi-même, sur ce que tu veux enseigner, parce que tu n'y arrives pas à le transférer aux autres. Et ce qui est le plus important pour finir tout ce rond, c'est de dire ce qu'ils ont compris. Pour moi, ce qui les fait très spécial, c'est comment faire un emballage de tout un tas de choses qu'ils enseignent d'une façon où tu le découvres. Alors, ils n'enseignent pas step by step. Ils ne te donnent pas ils ne le font pas facile. Oui. Alors, il faut que tu l'apprennes, que toi, tu l'apprennes. Il faut que toi, tu l'analyses et tu le comprennes, tu le traduises pour toi-même. Et comme ça fait ça a un effet beaucoup plus profond et ça dure ou ça porte plus. Et il donne moi, c'est ça qui a une résonance avec ce que j'ai fait avant et surtout avec la thérapie. Je prends quelques instants pour vous parler de M le Sommet. M le Sommet, c'est le seul sommet francophone en ligne sur l'embodiment et le travail somatique. Du 16 au 19 octobre 2025, retrouvez les plus grands spécialistes mondiaux et français du travail du corps en conscience pour 4 jours où il y aura des conférences, des tables rondes et des temps de pratique. Au programme, il y aura des neurosciences, du yoga somatique, du body mind centering, des explorations pilates, du fighting monkey et beaucoup d'autres choses encore. Si vous ne pouvez pas assister à tous les lives, pas de problème, tout est en replay. N'hésitez pas à vous rendre sur m-sommet.com pour consulter le planning et pour vous inscrire. Profitez-en parce que jusqu'au 31 août, vous bénéficiez du tarif Early Bird, soit 129 € pour les 4 jours au lieu de 189 €. Rejoignez-nous. Non, mais simplement pour juste effectivement Ouais. pour préciser ça, parce que c'est vraiment moi aussi en tant que professeur, j'avais pas cette, expérience-là, mais la façon dont ils enseignent, c'est pas directement accessible. En fait, c'est pas étape par étape comme tu disais. Donc il y a des moments, ils vont montrer des choses volontairement qui sont difficiles, qui sont source de confusion, où on va pas comprendre tout de suite et il faut persévérer pour un petit peu décoder, les chorégraphies, les enchaînements, comprendre les principes des exercices et donc c'est difficile quand on commence, mais à la longue, on apprend à s'adapter, on apprend à apprendre et donc ça nous rend beaucoup plus malléables, beaucoup plus adaptables au fur et à mesure, en fait. Donc la difficulté du départ, elle s'atténue progressivement pour qu'on puisse s'approprier plus facilement leur contenu, mais finalement n'importe quel autre contenu. Et donc ça t'aide dans la thérapie, c'est ça? Ouais, ça m'aide et ça me confuse aussi. D'accord. Parce que d'un côté, alors ça m'aide dans les cas où les gens sont prêts à l'accepter. Mais c'est aussi frustrant pour moi et c'est ma difficulté à moi parce que je vais rencontrer des patients qui sont pas du tout prêts. Mais pas du Euh, tout prêt à quoi tu veux dire? À faire face à cette difficulté justement? Exactement, psychologiquement, qui n'ont jamais appris à apprendre, qui ont une idée très fixe de leur même, on dit De pas, eux-mêmes? euh, et qui n'ont pas de capacité de confronter la frustration. Mmh. Oui, parce que c'est Et, extrêmement frustrant comme pratique. Au début, quand on comprend pas, on n'est pas content quoi et on n'a pas l'habitude. et alors des fois, c'est pour cela que je disais, c'est ma difficulté à moi, parce que des fois, c'est pas la bonne voie.
c'est pas la bonne voie, c'est pas le bon moment. Alors si quelqu'un il a de la douleur, il a de la douleur chronique par exemple, là c'est pour moi le bon choix de l'utiliser. Mais si c'est quelque chose plus comment on dit acute. Ouais, si c'est plus aigu comme douleur, Oui, c'est si pas c'est la quelque chose bonne, qui est arrivé instantané, quelqu'un il est tombé, il a cassé un joint. il s'est abîmé une articulation, il s'est cassé la jambe ou ouais. C'est ça. Et alors ça, c'est quelque chose qui est arrivé tout d'un coup. C'est un choc pour cette personne-là, pour leur caractère. Tout d'un coup, je peux pas marcher, j'ai de la douleur, je suis pas sûr si je vais récupérer toute ma fonction. Alors, à cet instant-là, c'est pas le bon moment pour frustrer quelqu'un. Ouais, Et comme ça, c'est juste ça fait partie de comment je travaille avec les gens. Mais c'est important parce que des fois, quand on découvre quelque chose de nouveau, alors on a bien envie de l'utiliser. mmh Et au départ, on va mêler tout le monde là-dedans. Et je dirais que c'est pas un outil, mais c'est une partie de mes outils qui parviennent de ce monde. Et de l'autre côté, par exemple, j'utilise l'éducation. Alors, je suis assez formé dans la science biomécanique, dans la science des joints, des tissus, mh. et j'utilise ça beaucoup pour expliquer aux gens qu'est-ce qui est arrivé, combien de temps ça va durer pour récupérer, quelles sont les phases de ta récupération, pour aider avec l'expectation, pour n'être pas frustré avec la Ouais. durée du procès. Et puis, quand on est en train de gérer ça, on est en train de faire des avances, là, il arrive un instant où je dois dire, attends, tu crois que maintenant tu as capté quelque chose, mais regarde ça. On va faire un exercice maintenant. Et ça va plus sortir du box où je t'ai mis Mmh et on va faire un peu de chaos. D'accord et c'est là Et que tu amènes le Fighting Monkey? par exemple, oui, comme D'accord. je disais, avec des gens qui viennent avec un problème chronique Mmh ou aussi mes patients qui sont âgés, je l'utilise plus tôt, mais aussi d'une autre façon, un peu moins complexe. Ouais, plus Ça adapté. dépend un peu du caractère. Ça dépend qu'est-ce que les gens ont fait. Par exemple, j'ai une patiente qui a été artiste. J'ai un autre patient qui a été galériste. Alors, il a beaucoup d'intérêt dans l'art. Il comprend des concepts un peu plus, on disait, abstracts. Mmh Et il peut aussi faire le transfert sur plusieurs plans. Mais avec d'autres gens, il y a pas cette capacité. Alors, ça, ça ne mène à rien d'essayer de leur éduquer. OK. Donc oui, donc ça marche, ça peut avoir un intérêt, mais pas forcément dans toutes les situations, en tant que thérapeute, quoi. Et est-ce que ça te plaît ce métier de thérapeute? Est-ce que tu aimes être physio? Parce que tu as dit, est-ce que tu te vois finalement faire ça jusqu'à ta retraite? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui c'est la retraite. Je ne sais pas où ça va me mener. Ici en Allemagne, en théorie, moi, je pourrais m'expecter d'entrer dans la retraite officielle à 70 ans. Mmh Peut-être qu'il n'y en aura plus la retraite. Oui, Ce que j'ai payé dans mon travail, je sais pas si ça va rester. Et je pense aussi que je ne vais pas rester en Allemagne. Et je ne sais pas si l'Allemagne permanecera de la façon de l'État ou comme elle est. C'est Mmh. imprévisible d'une façon. Ouais, Alors c'est pas sur ce plan que je j'envisage ma vie. Mais à cet instant-là, oui, ça me plaît, j'aime bien, ça m'intéresse.
ça me, comment on dit, c'est un challenge. OK. C'est un challenge d'être thérapeute? Oui, c'est un challenge sur de différents plans. Et émotionnellement, des fois, ça demande beaucoup parce que, par exemple, pour un temps maintenant, j'ai travaillé beaucoup avec des personnes âgées, avec euh, avec de la démence, on dit ça en Oui. français, Ah oui, oui. et ou avec des maladies comme Parkinson. Mmh. Alors la démence, on la peut pas retourner. Et ça, c'est un challenge sur le problème que tu ne peux rien transférer qui reste. C'est pas vrai, c'est pas rien, mais Mais oui, c'est c'est pas plus dur. le savoir sémantique. Alors, si j'explique quelque chose à ma patiente de, attends, 99 ans, c'est ça? 99 ans. Oui. Elle, elle se rappelle pas ce que je lui ai expliqué la semaine dernière. Mmh. Alors, je peux expliquer chaque semaine et je dois expliquer des choses chaque semaine à nouveau. Mais, par exemple, avec lui, ce que j'ai découvert, ce qui est intéressant et c'est pas de la science, mais c'est de l'exploration. C'est que si je lui montre certains mouvements, comme par exemple avec le truc où tu Le marches, hein. déambulateur? Le Oui, déambulateur? mais avec des roues. OK. Le Alors, il a fauteuil les roulant? freins et par exemple, D'accord. bon, tu peux mettre les freins en fixe et tu peux Ouais. t'asseoir dessus. D'accord. Oui, Alors, mais c'est le fauteuil roulant, ouais. et elle a appris que si elle veut s'asseoir, elle doit mettre les freins en fixe. OK. Et ça, je l'ai dit centaines de fois. Mais juste par le dire, je pense que ça aurait pas fonctionné. Mmh. Mais par la façon de la toucher sa main, prendre sa main et faire le mouvement avec elle, et de le dire de la façon toujours même, et d'aussi agir d'une façon qui donne l'impression qu'on l'a déjà fait beaucoup de fois. Alors maintenant, elle l'a fait. Et je ne peux pas nécessairement expliquer comment ça marchait, Mmh. mais je découvre des choses comme ça. J'ai un autre patient qui a aussi démence et Parkinson's et il ne se rappelle pas vraiment qui je suis. Quand j'entre dans la porte, il voit, ah ouais, on va faire du sport. Et alors, mais on part dans la forêt parce que la forêt est juste au bord de sa maison. Et alors, la plupart des fois, surtout avec le temps comme ça, on part dans la forêt pour marcher. Et c'est quelque chose que j'avais découvert dans un autre livre qui parle de la plasticité Mmh. neurologique. Il y avait un mec en Afrique du Sud qui est assez jeune, il a découvert qu'il avait Parkinson. Et par hasard, d'une façon, il a découvert que en marchant beaucoup et avec force, ça, ça améliorait, non, on dit pas ça, améliorait Si, si, ça améliorait, ouais. ses Qu'est-ce que ça symptômes, améliorait? ses Oui, symptômes de Parkinson. ça diminuait les symptômes de Ouais. Parkinson. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la plasticité neuronale? Qu'est-ce que c'est pour les gens qui connaissent pas? Ouais, alors, pour longtemps, on avait le concept que le cerveau, il, euh, il développe jusqu'à ce qu'on ait 20 ans. Mmh. Et après, ça ne développe plus. Et et après, le cerveau, il commence à diminuer, à mourir. Ouais. Et si on boit plus d'alcool, Mmh. ça meurt plus vite. Plus vite, ouais. Mais quand on a commencé à être capable de capter les ondes d'activité cérébrale, on a vu que on n'utilisait que 10-15% du cerveau. Et alors, ça n'importe si quelque part il meurt un peu de neurones, t'en as assez.
ce qui est important, c'est que l'information, elle n'est pas dans les neurones, mais dans les réseaux entre les neurones. Alors, les neurones, c'est les cellules du cerveau, mais les synapses, c'est les connexions entre ces cellules. Et les synapses, elles changent. Tu peux créer des nouvelles synapses et elles se dissoluent par Se elles-mêmes. dissoudre, ouais. D'accord. Et la plasticité, ça veut dire que quelque chose peut que tu peux arriver à une nouvelle information dans ton cerveau, un nouveau réseau. Et un réseau, c'est important parce que aussi dans le langage des ordinateurs, qu'on parle maintenant depuis 50 années, c'est assez facile de s'imaginer que l'information, elle est dans une synapse, dans un endroit. Et on a découvert avec le temps que c'était plutôt un réseau de plusieurs synapses qui sont activées à la même fois, qui donnent une information, ce qu'on voit au dehors comme information. On ne sait pas comment le cerveau s'imagine à ça, mais c'est comme ça que le cerveau il fonctionne, que ça nous donne un réseau qui a une activation. Par exemple, je songe à prendre à boire, et alors je me rappelle que j'ai mis qu'est-ce que c'est que ça? Je me Un rappelle verre, plus. un Alors verre. le verre, je me rappelle que j'ai mis le verre là-bas, et même sans regardant, je peux le prendre. Alors, il y a dans mon cerveau plusieurs réseaux de la perception spatiale. Et alors, le fait que je me rappelle où exactement je l'ai mis et que sans regarder et sans le voir, parce que ma jambe, elle le couvre. Alors, sans le voir, je le prends et je bois. Ça, c'est un procès assez complexe, mais qui montre que dans le temps qu'on parle ici, j'ai cartographié le espace autour de moi. Mmh. Mais si je me lève et demain je m'assois au même endroit, je ne saurais plus où c'était. Tu Parce as que ça oublié. aussi, ça n'a aucune importance. Alors ce réseau, cette partie du réseau, ça va s'effacer parce que ça n'avait pas d'importance et ça s'est pas répété assez de fois. Alors si il y avait une petite une petite couche ici où je mets toujours le verre, Oui. et aussi si la chaise elle ne bouge jamais, à un Toujours en certain avant. temps ça serait fixe. Alors quelqu'un qui est assis dans une chaise roulante, on dit ça, chaise roulante, Oui, oui. pour cette personne c'est très important parce que là ça change presque jamais. Si cette chaise elle change parce qu'elle est brisée et il faut en prendre une autre, ça peut créer des conflits parce que certains mouvements ne vont pas marcher de la même façon que je m'expectais. Mmh. Et ça arrive par exemple à des gens avec des joints artificiels Oui. ou d'autres Avec des formes prothèses. d'opération. OK. Prothèse, oui, prothèse, ça c'est encore pire, hein. Là, non, pire, pas pire, mais c'est difficile parce Ça qu'il change faut, la cartographie, quoi. ça change la cartographie du corps et après il faut expandir, Ouais. je suis pas sûr du verbe, expandre la cartographie à cet objet anime, Ouais, étendre la cartographie à cet objet ouais, non animé. OK. non animé. Non Et en animé. plus, cette partie où on a coupé le bras, par exemple, comment on dit ça en français? Ce qui reste, Couper le moignon? le moignon, ça change aussi dans le temps. Et le moignon, c'est quelque chose de très chaotique parce que le chirurgien, il n'y a pas un moyen parfait de le faire. Alors, il coupe les nerfs et il mélange tout ça et il le suture, il ferme là. Mais c'est le réseau qui représentait cette partie de l'extrémité, Mmh. il reste dans la tête, dans le cerveau.
Et les nerfs, ils terminent maintenant ici. Alors, si je touche quelque part ici où le nerf se termine et ça pressionne le nerf, ça actionne ce réseau neurologique Neurologique, ouais. et ça donne une confusion. OK. Je me suis trompé, c'est pas moignon quand c'est coupé, c'est un endroit où c'est ouvert pour mettre la prothèse Ouais, et ensuite on referme et tout ça, mais OK. On comprend que ça, ouais, par exemple, la chirurgie, ça perturbe la cartographie et donc on parlait de la neuroplasticité et tu disais que pour les personnes qui ont des atteintes neurologiques, de faire de l'exercice, d'être en mouvement, ça stimule la neuroplasticité, c'est ça que tu veux dire? bien sûr. OK. Et Donc ça, c'est quelque chose, ce que j'ai pas encore dit, mais avant même de travailler avec Fighting Monkey, mmh. presque en parallèle, j'ai découvert la méthode Feldenkrais. OK. Et je pratique ça pendant des 8 années Oui. avec la même professeure. C'est aussi important de dire parce il y a tellement de professeurs différents. Euh, et cette professeure à moi, elle était danseuse et elle est euh, chorégraphe. Oui. Et ce que j'ai appris dans le Feldenkrais, ce qui appris dans ou ce que Feldenkrais, Moshe Feldenkrais, il a compris très tôt, bien avant que ça soit découvert par les scientistes neurologues, était que ce que l'enfant il fait, les mouvements que l'enfant fait, ils sont très importants pour euh, pour guider le développement du cerveau. Et c'est pour cela que souvent, quand il y a des perturbations dans l'enfance, dans l'âge du bébé, Mmh. parce que, par exemple, le bébé il ne peut pas bouger parce que il avait parce que l'oxygène a été coupé pendant le procès de naissance, Oui, pendant euh, l'accouchement. dans l'accouchement. Et ce cerveau-là, il ne va pas se développer comme un cerveau d'un enfant qui peut bouger librement. Mais on peut le stimuler. Et il faisait ça, le fondateur de la méthode, Moshe Feldenkrais lui-même, il faisait ça avec des enfants des personnes qui avaient ça depuis 20 années, depuis leur naissance. Et il retraçait ses, euh, ses pas, d'une certaine façon. Ouais, ces étapes de développement, en fait, avec le Exactement. Et maintenant, on arrive à comprendre ça, comment ça se fait. mmh, Maintenant, on comprend aussi, par exemple, que pour l'enfant, c'est très important le son et le goût et le les par- l'odorat. l'odorat des parents. Et alors, il va L'od graviter envers les parents. Et mmh. plus tard, sur le sol, quand il commence à rouler ou à s'étendre et à bouger, Oui, à ramper. ramper, c'est à cause de certaines perceptions qu'il a par un bruit, par quelque chose qu'il veut avoir, qu'il veut toucher, qu'il veut mettre dans sa bouche. Alors Mmh. là, on a observé depuis longtemps déjà des euh, patterns, Ouais, des schémas, des tendances. des schémas de mouvement qui surfacent dans une certaine hiérarchie. Et Mmh. c'est rare qu'un enfant il dépasse certains pas. Ouais, il Et, saute des étapes. Il y a ouais, une séquence de développement ouais, assez, naturelle, disons. ouais. OK et donc du coup, Le même stimu- si chaque vas-y. alors oui, parce que tu demandais est-ce que le mouvement il stimule le cerveau. Oui. C'est presque la chose la plus importante qui stimule le cerveau. Et ça maintenant c'est un fait accompli scientifiquement. Mmh. Et c'est pour cela qu'on retourne à dire les enfants dans l'école, ils devraient bouger entre les classes ou pendant les classes. Et des informations, ils se transfèrent mieux quand tu les écris
Le langage, tu l'apprends mieux quand t'écris avec la main, pas sur ordinateur. Et ou le Montessori, quand on parle des enfants plus jeunes, la méthode Montessori, je ne sais pas. Il y en a plein de gens qui critiquent ça aujourd'hui. Souvent, aujourd'hui, on critique plein de gens du passé par certains faits de leur biographie. Mais moi, par exemple, dans mon jardin d'enfance, on dit jardin d'enfance. Ouais, 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 Ouais. ouais, si ça marche, ouais. Moi, j'étais dans un jardin d'enfance de Montessori. On touchait beaucoup des choses, on fermait là des trucs, qu'on ferme les chaussures, les Ouais. jaquettes, et on touchait à des tissus différents. On explorait beaucoup. Et c'est bien clair que une stimulation de cette façon, elle va aider le cerveau à se développer pour comprendre le monde plus facilement, avec moins d'anxiété. Et maintenant, il y a la tendance d'avoir les enfants explorer le monde par le logiciel, Oui. ou là, une surface lise du téléphone, du tablette, et ça va pas aider, hein. On voit déjà les premiers résultats, et à ce point-là, j'aime pas bien ma profession, parce que si j'imagine les jeunes que je vois aujourd'hui, ce qui leur manque, le mouvement qui leur manque dans leur jeunesse, par exemple la façon dont le sport il est pratiqué à l'école maintenant. Et si j'imagine que les patients que j'ai maintenant qui sont 60 ans ou plus, et eux ils en avaient ce type de formation dans leur jeunesse. Si je projette dans le futur les jeunes d'aujourd'hui, comment vont-ils se développer dans 30, 40 ans? Je suis pas très optimiste. Quelles vieilles personnes ils vont devenir, c'est Ouais, pas ils vont pas bien vieillir, ouais. Justement parce qu'il leur manque cet aspect de mouvement, de contact direct avec le monde, quoi. Sinon, c'est ouais, toujours avec l'écran, face à l'écran, c'est ça? ouais. Oui. Bon, mais heureusement on est là, Toby. Peut-être, hein. Je, je dirais que je n'ai plus, comme dans ma jeunesse, l'expectation de sauver le monde. D'accord. Mais Alors, justement, ça c'est intéressant. Alors ça, tu nous en parles si tu as envie, mais tu parlais de d'activisme politique, ce que je ne savais pas du tout. Est-ce que tu peux parler de ça un petit peu ou c'est fini, c'est derrière toi? c'est pas fini, euh, mais comme je disais, j'essaie pas de sauver le monde, et je pense que c'est un procès de maturation que Mmh. toute jeune adulte probablement devrait avoir. Des fois, ça mène dans un autre chemin où on est frustré, on accepte le le système, ou le le status quo, on dirait, comme il est, et peut-être qu'on tourne ça dans d'autres directions. Pour moi, c'est pas nécessairement le cas. Alors, l'activisme, c'était d'abord au départ antifascisme et anticapitalisme. Et disons que l'antifascisme dans la rue, ce qui à un certain point était plus nécessaire. D'abord, je ne vois plus la nécessité tellement aujourd'hui. Ça a changé dans le temps. Beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent différemment. Ils pensent que ce soit besoin de faire des manifs contre des partis qu'ils croient être de la droite ou racistes. Mais il y a beaucoup de projections dans ces questions-là. Mais l'activisme que moi j'avais, c'était plutôt contre les néo-nazis violents et leur façon de de créer des zones. Et ça, on essayait d'interdire et de créer une autre zone de autodéfense. Je sais qu'il y en avait en France, mais je crois que c'est plus tellement la nécessité. Par contre, Ouais, l'anticapitalisme, c'est une question, si tu as une formation dans un certain
disons, marxisme, ça dépasse presque jamais. Des fois, ça s'envers. Il y a des gens où ça s'invertit et ils deviennent très gros fins ou acteurs dans le monde du pouvoir et du capitalisme, de la finance, parce qu'ils se sont formés d'une telle façon que peut-être que ces outils leur parviennent plus facilement. Mais pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Par contre, je pense que mon focus, il a changé sur comment ça influence l'individu sur autre plan, sur le plan aussi du mouvement, par exemple, de comment ils gèrent leur vie, de comment ils prennent soin de leur-même ou pas. Dans la plupart des cas, c'est pas une priorité ou ils ont une relation très consommiste. Mmh. Et ça parvient de retour aux relations que moi j'ai avec mes patients. Alors je reconnais ça dans mes patients qu'ils ont été éduqués par le monde autour d'eux de consommer des produits, mais aussi des services. Et alors quand moi je viens, ils essaient de consommer ce que moi je fais et j'essaie de ne pas offrir quelque chose qui est consommable. J'essaie de nous livrer dans notre relation, eux et moi, de cette expectation qu'il faut consommer mon service, que moi je suis l'expert qui va leur donner quelque chose pour pour les livrer de quelque chose. Pour Alors c'est les délivrer d'un problème, pour résoudre leur problème, exactement. ils payent 1 heure avec toi, après c'est bon, quoi. Ou 10 heures. Ou Là, 10 heures, voilà. par Ils exemple, moi, consomment ton service, ouais. ouais, c'est un peu c'est un peu chiant comme entrepreneur. Je suis un entrepreneur nul Ouais, parce que par exemple ici en Allemagne, le système est un peu compliqué. Je vais pas y entrer trop, mais il y a des gens qui sont leur sécu, non, sécurité sociale, ouais. La oui, sécurité sociale, elle la paye sécurité sociale, la physiothérapie, c'est ça? oui. Et moi, je suis pas payé par l'État. Alors il y a des assurances privées. Là, ils payent mon service. Alors D'accord. mes patients, ils me payent et ils reçoivent de retour. Ils peuvent aller chercher ça avec leur assurance. Ou il y a des gens qui sont dans le système social public, comme moi, mais quand ils veulent me voir, ils doivent me payer, ne vont récupérer rien. D'accord. Alors là, je dis, je comprends, parce que la plupart, c'est des gens qui sont dans le mouvement, dans la danse et danseuses, n'ont pas beaucoup d'argent. Alors je leur explique, on va faire d'une façon que ça coûte le moins que ça puisse coûter, coûter. Oui, Mais va avoir besoin que toi, t'apprennes à te gérer toi-même. Je vais te donner les moyens. Je vais t'expliquer tout ce qu'il te faut savoir. Après, si tu as des questions, tu m'envoies, je réponds. Ça, je te charge pas. Des tu fais pas fois, je payer. charge parce que quand ça prend trop de temps, là, un Mmh. chat vidéo de 30 minutes, bien sûr que ça prend trop de temps pour être gratuit, mais si c'est une question, je vais répondre. Et ça marche très bien. Et il retourne pas. OK, Et par contre, comme il y a d'autres, je connais d'autres thérapeutes. Ici en Allemagne, il y a une mode d'ostéopathie. Alors de toutes les physios qui veulent se développer un peu plus, ils deviennent un peu mystiques et ils apprennent à manipuler les organes, hein, les organes, ouais. et ils apprennent à ressentir le mouvement des parts du crâne et de manipuler le cerveau, je ne sais pas. Ce que je connaissais quelqu'un comme ça, il était un ami, il est un ami. Il a déménagé dans l'Allemagne il y a un temps et je ne vois pas tellement. Alors, D'accord. Mais vous êtes pas fâchés? non, 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 Toujours ton ami? OK. Alors très bien, donc c'est un et ami qu'est-ce que tu que tu vois jamais, hein.
D'accord, Tu parles jamais. De toute d'accord. façon, c'est c'est pas qu'il y a pas une irritation sur ce plan-là, parce que il continue à travailler comme ça. Alors, il y a beaucoup de suggestions aux patients. Mmh. Il dit, je ressens ton problème. Je sais ce que je dois faire à toi. Et peut-être que ça va pas marcher tout de suite. Si ça marche pas tout de suite, tu retournes et Et on encore et reprend. encore. Voyons, hein, sur un plan, je suis un peu, comment dire, infecté d'un scientifisme, on peut dire ça. Et fais ta phrase, c'est quoi le scientifisme? Alors, je vais toujours demander, sur quoi est-ce que tu bases ton Oui. traitement? Mmh. Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu es sûr de ce que tu as ressenti? Tu peux m'expliquer comment le mesurer? Et là, il y a quelque chose dans la science du traitement, le inter-rater reliability. En anglais, inter-rater reliability. Est-ce que si je prends 3, 4 thérapeutes qui en sont entraînés de la même façon, est-ce qu'ils vont trouver la même chose sur le même patient? S'ils trouvent des choses différentes, et C'est pas très c'est, fiable. c'est un peu étrange, hein. Mmh. De l'autre côté, moi, je ne suis pas sûr si quelqu'un d'autre trouve la même chose que moi. Et mais j'admets ça. Mmh. Alors, chaque traitement que j'ai avec une personne, il est différent. Euh, c'est comme les zéroformes dans Fighting Monkey. Zero form, c'est un truc de Fighting Monkey, ouais, voilà. C'est un concept très important dans Fighting Monkey Practice. Si je pratique avec moi-même, c'est de me découvrir moi-même à chaque fois, à chaque jour. Parce que j'admets que je vais changer. C'est la même chose avec le patient. Une, si j'ai un concept de ce qui a causé le problème avec le patient, et si je tiens à ce concept trop fort, et je continue à travailler avec le patient sur ce concept-là, peut-être que je vais dans une direction mauvaise. Parce que peut-être que c'était un problème au début et ça change et après ça devient quelque chose d'autre et je devrais être perméable à ça. Mmh. Et si je suis perméable au fait que moi je change tout le temps et que je dois me découvrir à chaque fois, c'est la même chose avec le patient. Parce que par exemple les émotions, comment quelqu'un a dormi, ce qui s'est passé pendant une semaine, ça a une grande influence sur la tension neuromusculaire. Si je vais directement dans le traitement parce que si semaine avant j'ai écrit ce qui était le problème, j'ai dit bah ce joint-là, il faut qu'on arrive à un certain point parce qu'à un certain point, par exemple, j'ai appris un système qui avait qui était très fort dans ça, le FRC, le Functional Range Conditioning. OK. Ou il Comment appelle ça libérer la maintenant mobilité FRS. articulaire. Oui. Mais même là, mon professeur de FR, qui est le système thérapeutique il disait toujours, à chaque fois que le patient il retourne, tu, tu commences comme si c'était la première fois et tu vois si ce que tu as déjà trouvé est encore ainsi. Mmh. Alors ta hypothèse du départ, tu dois toujours euh, La questionner, la la questionner. renouveler. Mmh. C'est intéressant. Effectivement, ça s'applique aussi, à d'autres domaines que la thérapie, de pas être, avoir une idée figée des préconçue des choses. Mais comme ça, c'est un principe central du Fighting Monkey Practice qui se transfère sur à beaucoup de niveaux sur ta vie quotidienne. Mmh. Quand tu entres dans la pratique, tu vas pas du coup capter ça parce qu'il faut que tu ailles cette expérience plusieurs fois. Et en faisant l'expérience, tu influences les réseaux neuronaux. Opa.
Et ces réseaux neuronaux vont émerger. On dit ça en français? Émerger, emergence. Ils vont se apparaître dans d'autres situations. Très bien, ouais, ils Par vont exemple, se la perméabilité dont tu parlais, quand on fait des movement situations, alors des jeux entre nous, c'est où personne avec personne, où on utilise un outil comme la balle sur le cordon ou la ceinture. Ouais. Et là, la perméabilité à l'action, elle est très importante parce que je suis dans l'action, on agisse tous les deux. Des fois, une personne va mener l'action et l'autre va réagir. Ou on a un certain, comme un petit combat avec la ceinture, par exemple, qu'on Mhm. essaie de prendre la ceinture de l'autre. Et ça, c'est très pareil, bien sûr, avec l'art martial, les arts martiaux. Mais pour moi, c'est aussi très pareil avec ma vie quotidienne sur mon vélo, parce que je me déplace à tous mes patients avec mon vélo. Il y a des gens qui viennent ici, mais je me déplace beaucoup avec le vélo. Et dans le trafic d'une ville comme Berlin, qui est chaotique, il y a beaucoup de perturbations, il y a beaucoup Mhm. de menaces. Et à chaque jour, je me dis, t'aurais pu mourir. C'est assez réaliste parce que je vais à 30 km à l'heure avec comment dire là, des roues assez petites. OK. Et des gens ouvrent les portes de la voiture, ils sautent en devant de mon vélo. Il y a les autres gens sur les vélos. C'est terrible. C'est très stressant. Et ça, par exemple, les movement situations dans un workshop ou dans une classe Fighting Monkey, il n'y a pas tellement de stress. C'est un environnement qui est moins stressé. On est en Il y a un certain sécurité. stress, il y a une certaine urgence, mais t'es protégé. Mmh. Alors de faire cette expérience de la perméabilité, d'être dans une action, de devoir réagir, mais à la même, au même instant de reculer un peu et d'observer ce qui se passe dans moi, les choses que je fais toujours pareil, les choses que l'autre fait toujours pareil, de reconnaître ça. Et ça transfère beaucoup. Par exemple, mon, ma vie quotidienne. Parce que si quelqu'un, c'est road rage, c'est quelque chose d'assez important aujourd'hui, non? Beaucoup de gens l'ont. Dans la voiture, pour moi, c'est pire. Mais sur le vélo, je suis zen. Parce que j'ai compris par ces situations dans Fighting Monkey Practice que c'est pas nécessairement l'autre qui est le problème. C'est parce que Camus, je pense que disait l'enfer c'est les autres. Mmh. Et certainement, il y a, je le vois dans ma vie quotidienne beaucoup sur la rue. Mais par exemple, quelqu'un qui va passer devant mon vélo, qui entre dans mon chemin, et il n'a pas réalisé qu'il passait devant mon vélo. Oui, il a pas fait exprès. Exact, exactement. Il n'a pas fait attention, mais il n'a pas fait exprès. Il n'est pas méchant. Mais moi, je peux aussi voir avant si je suis prête à le voir, si j'ai aussi Mmh. euh, Tu attentif. l'attention. Oui, si je suis attentif, assez attentif, je vais voir par son langage corporel. Ah, il est en train de passer devant mon vélo, d'entrer dans mon chemin. Il me voit pas. Comment est-ce que je réagis? Parce que lui, il ne peut pas réagir. Là, the ball is in my court. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, je dois me décider. Est-ce que je sonne ma cloche? Ouais, est-ce que tu actives la sonnette? Oui. Ouais, est-ce que active la sonnette et il se rend compte? Ou est-ce que je sonne, il se rend pas compte? Est-ce que je le dépasse en avant ou en arrière? Parce que ou est-ce, parce que si je sonne et il se rend compte, est-ce qu'il
Est-ce qu'il va se jeter en avant ou en arrière? Est-ce qu'il va s'arrêter, se retourner, tomber? Je sais pas. Il y a tellement de Mmh. possibilités. C'est une movement situation. OK. Donc c'est la pratique qui t'aide, dans la vie, quoi. Tu trouves comment Bah, transférer ça? ça m'aide dans tant de situations. Tu vois, aussi l'aise avec quelle je descends dans ma structure, que je plie ma structure. Tu vois, ici à Berlin, dans le workshop, il y a deux, 3 semaines, là, Linda, elle parlait beaucoup de comment tu descends. Et Joseph, il appelle ça de plier les joints, Mmh. Les articulations, ouais. les articulations. Et par exemple, quelque chose tombe dans la cuisine, tu l'attrapes. Si tu vas comme ça, si tu tombes avec, tu vas pas l'attraper. Mais si tu sais comment te plier dans toi-même et de tomber la structure comme une tour qu'on fait quand Oui. collab, Qui implose, implode, qui s'écroule, ouais, exactement. Je vais dépasser l'objet, je pour pouvoir vais faire. mettre ma main, oui, en dessous. Mmh. C'est ridicule des fois de le dire, hein, mais il y avait une vidéo avec Jean-Claude Van Damme, c'était un mime il y a peut-être 10 ans, où Jean-Claude Van Damme, il faisait là, comment on dit ça, les jambes comme ça, Le grand écart. le grand écart. Et alors, il disait avec son accent en anglais, c'était dans un film, je sais pas. Il y avait tout un tas de femmes en aerobic, Ouais. tenues de sport. Il faisait l'écart, il disait, because of karate and my big legs, I can do the splits, no problem. Et alors, ça répétait, ça montrait tout. C'était très drôle, hein. Je pense que c'était Screen Rant sur YouTube. C'était à l'âge de YouTube. OK. Ouais. Et comme ça, des fois, ça m'arrive et je dis, because of Fighting Monkey practice, I can do the splits. Non, et donc, je fais pas l'écart, hein, mais Ouais, ouais, mais assez, j'ouvre mes adducteurs, ils sont devenus tellement puissants par par cette pratique. Et avant, je faisais du stretching scientifique à la façon FRS. J'arrivais pas, et j'avais des articulations enflammées, les tendons inflammés, c'était terrible. Et j'étais frustré et je travaillais plus dur. Et là, des choses maintenant, elles arrivent. Ça arrive. Si on accepte ce qu'on trouve et on a une persévérance d'une façon, d'accepter ce qu'on trouve et de changer, ça va arriver. Ça arrive OK. pas toujours où on en pensait. Ça arrive pas c'est pas toujours ce qu'on voudrait et c'est pas toujours quand on voudrait, mais il se passe des choses. Il se Heu, passe des choses. Toby, est-ce que tu voudrais, conclure? Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter, une citation ou, un conseil de livre ou de film ou je sais pas, une dernière phrase comme ça, une dernière idée que tu voudrais laisser? Conseil de film, là, c'est Non, dur, mais hein. c'est une suggestion, hein. Un film, un livre, une citation ou juste tu dis un truc, pour conclure cette conversation. Bah, certainement, je dirais que le Fighting Monkey Practice, tout le monde devrait l'essayer. Peut-être qu'on ne permanessera pas là, qu'on ne retournera pas, mais c'est la seule façon de le goûter, c'est de le goûter. Alors de venir à un workshop ou des professeurs centrales ou des professeurs décentrales, ça vaut toujours la peine, même si on est très frustré et pour des années on retourne pas. Et de l'autre côté, comme je disais, le Feldenkrais, j'y trouve beaucoup de parallèles. Alors s'il y en a jamais expérimenté ça, c'est aussi quelque chose à goûter. Mmh. Là, c'est aussi très difficile parce que les professeurs sont tellement différents, mais peut-être que ça vaut la peine de commencer par ces livres, les livres de Feldenkrais lui-même, ou ce que je donne beaucoup comme conseil, c'est Thomas
Hanna, Thomas Hanna. C'était un élève à lui qui a écrit, je pense que 2 livres. Les 2 vaut bien la peine de les lire. Pour donner des exemples, qu'est-ce qu'ils font et comment ça, peut-être que ça marche. Bah, à part ça, C'est beaucoup déjà, hein. Donc, il faut essayer un stage de Fighting Monkey, il faut essayer des cours de Feldenkrais. Vous pouvez lire les livres de Feldenkrais. Moi, j'ai fait un petit peu de Feldenkrais, mais effectivement, lire ces livres, alors que j'étais pas dedans à l'époque, je faisais des arts martiaux, ça m'a ouvert l'esprit. C'est là que j'ai commencé à entendre parler de neuroplasticité et tout ouais. ça. Enfin, c'était vraiment très intéressant, qu'on pratique ou non. On n'est pas obligé de faire du Feldenkrais pour lire les livres de Feldenkrais. Non, non, non. Et Thomas Hanna, donc je ne sais pas si c'est traduit en français, mais un livre sur somatics. Enfin, c'est lui qui a développé un peu l'idée de travail somatique, qui maintenant est très populaire. Donc on mettra les références, Ouais. on mettra les références. Toby, est-ce que toi, tu es basé à Berlin. Donc si on a un petit peu mal au dos ou on cherche un kiné quand on est à Berlin, tu as un site internet, donc on pourra mettre Ouais, les mais il est pas références. très actuel. Alors, je D'accord, pense que la meilleure chose de faire est d'aller sur Instagram. et OK, on C'est mettra le plus Instagram facile alors. parce que là, mon nom Très est bien. Toby Portela. Et là, on peut me contacter. Le site internet, il est en allemand. Je l'ai pas encore traduit en anglais. Je me dis toujours que je dois le changer, que je dois l'actualiser comme ça, mais comme je travaille Tu as l'air pas bien beaucoup occupé. avec, D'accord. Et est-ce que tu donnes des cours? Tu enseignes à Berlin aussi? j'enseigne pas régulièrement, mais alors ça dépend un peu du temps parce on enseigne dehors dans un parc Ouais, et j'enseigne avec une autre professeure, Anna Rose. Anna Rose, OK. originalement, parce qu'elle est des États-Unis. Elle est danseuse et actrice. Maintenant aussi, elle fait du Muay Thai beaucoup et quand on dit ça, les gens qui dans le film, ils se font Cascadeur. tomber. Et, ouais, exactement. Et comme ça, on a un style particulier à nous par nos intérêts et on Mmh. fait des cours qui sont là environ 2h30, 3 heures les week-ends. Et ça, on annonce sur Instagram ou dans notre groupe fermé. Mais oui, si on vient à Berlin et on a déjà eu contact avec Fighting Monkey Practice ou on a intérêt, bien sûr, contactez-nous et pour savoir s'il y en a des cours et pour expérimenter. Super. Merci beaucoup Toby et bravo, parce que tu as tenu 1 heure sur des sujets quand même assez complexes, hein, la plasticité, La Fighting Monkey. neuroplasticité, j'étais pas prêt à discuter de ça Ouais, en français. c'était du haut niveau, mais tu t'en es très bien sorti. Je te remercie d'avoir accepté Merci. mon invitation. Bravo pour ton travail et pour ton parcours et à très bientôt alors pour un stage, pour une pratique. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, si vous voulez soutenir la tête aux pieds, vous pouvez mettre une super note là où vous l'avez écouté, en parler autour de vous, partager les épisodes sur vos réseaux et faire un don sur Patreon. Merci encore et à la semaine prochaine.